deuxième partie, toujours avec Moog et Alain Benajam, toujours sur ces... alors, vous n'avez pas le mot paradigme, alors on va changer, on va dire des nouveaux modèles, en tout cas... Modèle sociétal. Ce nouveau modèle sociétal, on pourrait parler presque d'ingénierie sociale, un peu, non aussi, non, alors, ou pas vraiment Non, parce que, en fait, dans l'ingénierie sociale, il y a l'idée que ça a été calculé, que ça a été préparé par quelqu'un, par un homme, par un groupe et tout. Mais là, alors c'est que là, pas non, le cas. c'est pas le cas. C'est plus des évolutions immanentes, inhérentes à son propre système. Une auto-organisation. Voilà, une auto-organisation. J'arrête pas d'utiliser ce terme, mais parce qu'il est tout à fait pertinent. C'est une logique de déploiement. Logique de déploiement. Voilà. Alors, à la place de paradigme, il y a modèle, mais il y a aussi logique. Voilà. Il y a la logique d'un modèle, si on n'aime pas le mot paradigme. Voilà. Hein, la logique d'un modèle. C'est un modèle qui comporte sa propre logique. Et là, alors justement, je vais me faire un peu... Bon, on prendra de toute façon les questions, mais j'ai lu un peu, et je vois un peu l'esprit quand même qui ressort des questions. Il y a une grande question qui ressort un peu, que tout le monde se pose, c'est de se dire, finalement, ce système de partage comme ça, voilà, qui est en train de... avec cette logique de déploiement, est-ce qu'elle n'accompagne pas un mouvement de contrôle total? Et c'est une question qui se pose, justement. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait, c'est que... et pareil, je vais encore utiliser un terme que j'utilisais à chaque fois et qui est vraiment la pierre angulaire, c'est que c'est distribué. C'est que finalement, en fait, effectivement, on a une sorte de totalitarisme qui est en train d'émerger. Mais contrairement au totalitarisme de la première moitié du XXe siècle, à savoir par exemple le nazisme, le fascisme, etc., c'est pas un totalitarisme qui est dans un bloc monolithique, frontal, qui rentre dedans. C'est quelque chose de plus... quelque chose de beaucoup plus distribué, de liquide, de mou, de plus tranquille en fait. Bon, pour utiliser un vocabulaire que l'Homo Canal Plus affectionne beaucoup, c'est plus cool. C'est un totalitarisme cool. D'ailleurs, il y a même dans la revue Perspective Libre du Cercle Aristote, d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, très très bonne revue d'ailleurs, j'invite les internautes qui nous écoutent à s'y abonner. Dans le numéro 12, je crois, c'est L'homme sans lien, il y a un article qui a été écrit qui s'appelle L'Homo Canal Plus, un fascisme accompli, où l'auteur montre très bien en quoi l'idéologie du cool, le cool, un fascisme accompli. En quoi le cool, avec son côté un peu, son côté on est cool, c'est marrant, c'est drôle, autodérision, en fait c'est un fascisme anthropologique. Bref, c'était une petite aparté, mais voilà, c'est quelque chose en fait, c'est beaucoup plus pernicieux qu'avant. Et c'est là où il est encore plus dangereux, en fait, finalement. Donc, mais c'est ça qui fait un peu peur. Ça fait le pessimiste, moi je vais faire l'optimiste. Si tu veux, pour qu'il y ait un fascisme réel, comme il y a actuellement le fascisme cool. Il y a un fascisme cool, mais c'est un fascisme. C'est vrai. Il faut qu'il y ait un pouvoir, et il faut qu'il y ait une tête qui soit réellement un pouvoir. Or, dans la société qui est en train de se constituer, elle va faire exploser l'existence même de ce genre de pouvoir, parce que le pouvoir unique va très vite rentrer en contradiction avec la société. Et donc, en contradiction. On peut anticiper que ce pouvoir aussi, justement, s'il éclate, il va aussi avoir le même cheminement. Bien sûr. Alors, le problème, c'est que ça risque évidemment de mal se passer, parce que ceux qui détiennent le pouvoir, l'oligarchie, on parle d'oligarchie, l'oligarchie qui détient le pouvoir va peut-être pas abandonner comme ça. Mais la société distribuée, la société de réseau, va de plus en plus se confronter avec l'oligarchie comme il le fait maintenant. Alors avec des petits épiphénomènes qui commencent, parce que Trump, c'est un petit truc, mais c'est un petit truc qui émerge. Voilà. Fillon, c'est un petit truc qui émerge. Pareil. Voilà. Donc il y a des petits trucs qui émergent, mais ce n'est que le début du commencement de leur système. En fait, quand tu vois les contradictions de leur truc, bon, jusqu'au moment où l'ordure Soros, il va casser sa pipe, où il y aura du mal à en trouver un autre, en fait, jusqu'à maintenant, enfin, on va dire jusqu'à l'année 2016, donc jusqu'au Brexit, Trump, etc., c'est comme des plaques tectoniques, en fait. Les contraintes augmentent. Donc, il y a un potentiel énergétique qui est en train une accumulation, en fait, à cause des contraintes. Et là, ça y est.
là, depuis le Brexit, depuis Trump, etc., c'est en train de craquer en fait. Donc ça s'est accumulé, on le sentait. Hein. Je veux dire, en 2016, en 2015, on sentait déjà que ça y est, le virage avait commencé, quoi, la bifurcation, même avant. Mais vraiment, là, c'est en train de... Une petite secousse en fait. Oui. Le référendum avec le nom français, c'était déjà... Oui. C'était comme, comment on dit avant les tremblements de terre. Le terme... Voilà, il y a un terme. Je vois ce que tu veux dire. Ça m'échappe. Et voilà, donc c'était déjà en fait des prémices, tout ça. Oui, exactement. C'était des prodromes de ce qui va arriver en fait, finalement. Effectivement. Donc, Et donc comment... C'est parce que, alors, c'est ça, cette évolution, la société, donc évolution, on peut prédire donc, du système politique lui-même aussi, qui va se transformer, donc faire éclater cette hiérarchie pour se distiller comme ça, d'où aujourd'hui donc l'idée qui naît partout de ces pouvoirs locaux, le localisme, le fameux localisme. Mais d'ailleurs, alors, bon... Moi, personnellement, sur ça, j'ai pas encore tranché, on en avait parlé, mais il y a des gens qui parlent d'un néo-féodalisme, en fait. Que finalement, on est en train de revenir vers une sorte de néo-féodalité où, voilà, le pouvoir va se redistribuer un peu, et donc, ça sera beaucoup plus local, finalement. Je sais pas. C'est possible, effectivement. C'est une forte possibilité. Tu as tout à fait raison. Que d'abord la féodalité a permis une énorme explosion économique et démographique, déjà. Il faut savoir, hein, ça a complètement brisé, ça a permis de multiplier les forces productives, etc., les initiatives. Le capitalisme est né pendant la féodalité, de toute façon. Exactement. Alors, on peut passer par une étape féodale, mais il n'empêche que si tu veux, l'étape féodale, elle est aussi basée que, il y a le fief, et le fief, il est organisé verticalement. Chose que, finalement, on ne peut pas faire avec le système de réseau. Ce qu'on peut faire, ce qui peut, effectivement, amener à une société féodale, c'est des leaders. Alors, dans une société quelconque, il peut émerger des leaders d'opinion. Alors, c'est plus comme dans la société médiévale où le leader, c'était celui qui avait la plus grosse épée pour fendre le mec avec une armure en deux. Non, là, ça peut être des leaders d'opinion, et que les leaders d'opinion peuvent rassembler autour d'eux on va pas dire des adeptes, mais enfin rassembler un certain nombre de gens, mais ce seront jamais des sectes, parce que les gens vont avoir... moi j'ai 5000 amis sur Facebook, mais quand je regarde tous mes amis de Facebook, ils appartiennent eux-mêmes à d'autres groupes. Oui, bien sûr. Si tu veux, d'autres groupes. Donc, arriver à un totalitarisme de petits leaders... alors, il y en a qui veulent devenir des petits leaders totalitaires comme Soral ou des gens comme ça, qui cherchent à imposer leur vue, mais ça ne pourra pas marcher. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais, si tu veux. Alors, on va vers où? Moi, je ne lis pas dans le marc de café, je ne peux pas prédire et prévoir comment cette société va s'organiser. Je sais que la société du passé est en train d'éclater, qu'elle peut avoir en intermédiaire d'autres formes de fascisme ou de totalitarisme locaux. C'est possible, en intermédiaire, mais tout ça ne peut pas tenir, quoi. Ça peut pas tenir. Mais d'où alors les grands systèmes là qui sont... Parce que, alors dans ce cas, on prévoit quoi? L'effondrement de l'Union européenne, tous ces grands ensembles ou... Ça peut pas tenir dans cette loi-là là. Ça peut pas tenir. Bien sûr. Quand on est un minimum sérieux, on sait que l'Union européenne, c'est du passé déjà. Enfin, c'est du futur qui est dans le passé en fait. Ça, c'est bon, non, sérieusement. Il y aura sûrement peut-être un super bloc européen, je sais pas, dans les 50 ans, etc. Mais en tout cas, l'Union européenne, telle qu'elle est maintenant, elle est morte, quoi. Enfin, franchement, il suffit juste de lire Jacques Sapir. On lit Jacques Sapir, moi je le lis tous les jours personnellement, depuis 2 ans. Enfin, déjà, l'euro est mort. Ils ont sorti un livre, là, un livre collectif, je crois, s'appelle « L'euro est-il mort ?» Il faut que je le lise, je ne l'ai pas encore lu d'ailleurs, mais
d'après ce que j'ai entendu, bon, dedans, ils font limite la nécrologie de l'euro, hein, c'est déjà acté. Voilà, après... Parce que ça n'a plus sa place, ce genre d'ensemble, dans une société comme ça. C'est ce que j'ai presque envie de dire, c'est ce que les gens rejettent, là, en ce moment. Alors, par contre, là où il faut faire attention, c'est que l'Union européenne, pour des calculs, on va dire des calculs très mauvais et mesquins, veut faire émerger le localisme avec les fameuses eurorégions. Oui. Je pense que je vais apprendre à personne que l'Union européenne soutient à fond les indépendantistes. Oui, que ce soit l'Écosse, la Catalogne, ils essayent de mettre leur grain de sel en Corse, limite en Polynésie, je crois. J'ai vu même en Savoie, en Bretagne. Ils vont même inventer, bien sûr. C'est incroyable, ils soutiennent tout un tas de partis. Bientôt, on va apprendre au nom du régionalisme. Oui, bien sûr. Bientôt, on va apprendre que le Berry aussi, ils ont été une grande puissance, etc. Oui, tout ça. Mais c'est là où ça peut être dangereux, c'est que l'Union européenne, elle, telle qu'elle est maintenant, bon, elle existera sûrement plus. Par contre, à force d'exacerber comme ça l'irrédentisme de certaines régions, certains peuples, etc., ils jouent avec le feu. Ça, il faut faire attention, ça, par contre. Alors, il faut bien voir que l'idéologie dominante, qui est détenue aujourd'hui par Soros, hein, c'est le grand maître de l'idéologie dominante, qui tient la gauche, hein, qui travaille avec la gauche. L'idéologie dominante est à gauche. Mais il se dit de gauche. Faut bien le voir. Il se réclame de gauche. Voilà, il se réclame de gauche, et l'idéologie dominante est de gauche. Et que cette idéologie dominante est capable de s'accaparer tout type d'idées et de phénomènes. Donc on a vu le localisme, l'autonomie, l'ubérisation, toutes ces choses qui vont émerger de cette société distribuée par essence même, qui vont forcément, et que le grand capital, quand il existe encore financier, va s'accaparer tout ça, va essayer de le détourner en permanence. Et on va revenir sur cette gauche. Il y a quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est que, bon, moi, je viens de la gauche, j'étais membre du Parti communiste, c'était à gauche, et que maintenant, je vois que la gauche, c'est la dernière chance du capital. Ah oui. C'est la dernière chance du grand capital. Je crois que Francis Cousin disait que la gauche, c'est le laboratoire du capital. Hein. C'est le laboratoire du capital. Ouais. C'est le lien que beaucoup font, effectivement. Voilà. Il y a une espèce un monstre à deux jambes et que la gauche est indispensable, en fait, au capital. C'est la gauche absolument indispensable. Absolument indispensable. Et les ennemis les plus dangereux pour le capital sont les nationalistes. Oui, c'est ça. Donc, qui étaient classés à la droite, voire à l'extrême droite. D'où pourquoi ils sont traqués par notre système aujourd'hui, considérés comme les ennemis absolus. Parce que l'ennemi absolu aujourd'hui, c'est le nationalisme. C'est l'ennemi de la société déclaré. L'ennemi absolu. Parce que bon, en plus, les gens maintenant, grâce à une superbe institution qui s'appelle l'Éducation nationale, je crois, avec la novlangue, ils mélangent tout, les concepts se sont télescopés, etc. Pour eux, nationalisme, c'est nazisme, c'est fascisme. Alors déjà, les trois concepts sont complètement différents. Le fascisme, c'est italien. Le nazisme, ça vient purement de l'idéologie allemande. Et le nationalisme, ça a été inventé par les Français pendant la Révolution française. Voilà, c'est ça. Donc déjà, bon... on t'a fait on a mélangé les trois notions, c'est vrai. Bon, comme la plupart des gens creusent pas ou pas forcément beaucoup d'éducation sur ça, dans leur médiocrité, ils ont complètement fusionné tous les termes. Et alors, tu dis nationalisme, c'est des cris d'effroi, etc. Mais finalement, faut jamais oublier, parce que ces mêmes gens se réclament de la Révolution française. Donc, faut leur dire, d'accord, mais le nationalisme, c'est les révolutionnaires qui l'ont inventé. Qui l'ont inventé, bien sûr. Ouais. Qui ont donné même la définition même de la nation et qui était déjà... Est-ce qu'on peut comparer que c'était déjà aussi justement cette fameuse bifurcation, une évolution? Ah oui, alors la Révolution française, c'est clairement une... Si, la Révolution française. Ah, alors c'est une bifurcation. Oui, je ne sais pas ce que tu vas dire. Alors, dis ce que tu vas dire. Alors, pour toi, justement, bifurcation ou pas la Révolution française? Ah oui, clairement. En fait, une bifurcation avant la Révolution. Ah. La bifurcation avait eu lieu avant. Les révolutions sont des ajustements. C'est un ajustement. Voilà, c'est ça. La bifurcation avait eu lieu avant. Oui. Elle avait eu lieu déjà au XIIIe, XIVe siècle. Oui, mais en fait, capitalisme.
Comme la bifurcation a eu lieu avec la création d'Internet, mais à un moment, il va y avoir un grand événement et on va l'acter. Il y aura une révolution et on mettra des... D'accord, on dira ça à ce moment-là, mais on sait que c'est un processus qui s'est engagé. Voilà, finalement, on est d'accord. C'est un peu comme dans la technique des plaques. Tu as 2 plaques qui sont là, et puis qui poussent, tout d'un coup, ça craque. D'ailleurs, on dit Révolution... Un ajustement de pouvoir. D'ailleurs, on dit Révolution française, mais il faudrait l'appeler parce qu'elle est. C'est-à-dire la Révolution française, en vrai, c'est la révolution capitaliste et bourgeoise de 1789. C'est ni plus ni moins que ça. En fait, c'est le moment où le capitalisme rentre en domination formelle. On rentre en domination formelle, comme formelle, et pas réelle. Alors qu'il existait déjà depuis le XIIIe siècle. Il existe depuis le XIIIe siècle. Au fur et à mesure, encore une fois, je vais citer Francis Cousin, il liquide ses antériorités. Et là, il arrive en 1789, et là, il rentre en domination formelle. Et un siècle plus tard, un peu plus d'un siècle plus tard, en 1914, là, il rentre en domination réelle. Et donc là, il rentre en décadence. Et là, on a atteint le point de décadence absolue du capitalisme. Mais jusqu'à quoi? La chute, c'est ça? Transformation? Parce que moi, j'ai l'impression que le capitalisme, c'est comme un système voilà, tout à l'heure, tu parlais de cette métaphore avec l'équilibre, qui retombe toujours sur ses pieds avec les adaptations. Oui, ça, c'est qu'en fait, le capitalisme, à chaque fois, il digère tout ce qui va contre lui et il le retourne toujours. Jusqu'à présent. Par exemple, jusqu'à présent, bien sûr. Non, mais jusqu'à ce qu'il puisse plus. Oui, jusqu'à la crise. Il a changé par le paradigme. Oui, jusqu'à la crise terminale. La crise terminale. Parce que pour le moment, il ingère et il se sort très bien là-dessus. Tout simplement, Marx, le capitalisme a créé le marxisme. Marx est mort en disant « je ne suis pas marxiste ». Alors certains détracteurs disent c'est l'inverse, ils disent c'est Marx qui a créé le capitalisme. Alors que c'est... en le définissant. Ah bon? Mais je ne sais pas qui a dit ça. Non, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est d'accord. C'est ridicule. Parce que pour vous, c'est un système qui existait déjà avant, justement. Ah, mais on parle de... les historiens connaissent très bien. Moi, je pose des questions. On parle de la révolution capitaliste du XIIIe siècle. La révolution capitaliste médiévale du XIIIe siècle. Il est né au XIIIe siècle, le capitalisme. Et l'embranchement, c'est un Italien qui a eu l'idée de faire des lettres de change. Et voilà, il a eu l'idée, puis voilà. On disait, Comte de Médicis, le premier grand capitaliste, il n'a jamais rien acheté, rien vendu de sa vie, il n'a fait que du prêt à intérêt. C'était un chrétien, pas un juif. Il n'a fait que d'usure et que du trafic de lettres de change. Voilà. Oui. C'est tout ce qu'il a fait de sa vie. C'est vrai que parce que tout le monde n'arrête pas de penser que le capitalisme a été créé par les juifs, etc. Toujours les mêmes épreuves. Mais en fait, il a été créé, comme l'a très bien dit Alain, par les Italiens et particulièrement les Lombards. Parce qu'on a appelé les Lombards. Ce qu'on appelait en France les Lombards, voilà. Ce qui était au début des Florentins. Les Italiens du Nord, quoi. Bien sûr. Ouais. D'ailleurs, il me semble que les Juifs aussi prêtaient de l'argent, mais en fait, les Juifs, c'était les banquiers des pauvres, quoi. C'était, exactement. Voilà, ceux qui ne pouvaient pas aller, en gros, qui n'avaient pas assez d'aura pour aller. C'était pas des messieurs, donc il fallait qu'ils aillent chez le petit Juif, Dans l'émission qu'on a fait sur le capitalisme, d'après le livre de Jacques Hers, d'ailleurs, je n'ai rien inventé. Et donc, comment que ça marchait? Les grands capitalistes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme ils n'avaient pas le droit, théoriquement, ils avaient peur d'aller en enfer, ils donnaient de l'argent aux Juifs. C'est le Juif qui prêtait l'argent. Et puis, après, le Juif, il prenait un peu ça comme au passage, il filait le pognon. C'était souvent des intermédiaires. Les Juifs ont joué un rôle d'intermédiaire. D'accord. Mais si tu veux, aux États, aux grands emprunteurs, Comte de Médicis prêtait directement. Pendant la guerre de 100 ans, il a prêté à l'Angleterre et à la France, et aux deux belligérants. Et il faut dire que Comte de Médicis avait comme avoir plus que l'avoir de la France et de l'Angleterre réunis. Florence était de loin la ville la plus riche du monde. Tu vois, c'était incommensurable. Et puis après, le capitalisme, au XVIe et XVIIe siècle, a glissé vers l'Angleterre et la Hollande. Mais c'est bien les Italiens au départ qui ont commencé. Voilà. Et la Révolution française, bien sûr, mais il y a eu aussi la Révolution britannique. Oui, très importante. Elle est venue en tant qu'ajustement de pouvoir.
ces gens qui avaient le pouvoir économique, ils n'avaient pas le pouvoir politique. Il a fallu qu'ils prennent le pouvoir politique. Alors ils ont envoyé le peuple au charbon pour prendre le pouvoir politique. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Et donc, un nouveau sous le soleil. Non, mais c'est bien pour qu'on comprenne un peu, parce que là, comme vous avez expliqué, on est dans cette période, justement, parce que tu as expliqué, c'était cyclique aussi, oui, ça. Exactement. Alors ça, c'est important. Alors, ça, c'est très important, c'est que, en fait, finalement... Un cycle en spirale, hein. Voilà, exactement. C'est que, en fait, tous les phénomènes, que ce soit dans l'univers, les étoiles, même les phénomènes sociaux, en fait, on se rend compte en étudiant ça sur le long terme pour les phénomènes historiques et sociaux. Et tendanciellement, attention, c'est pas des cycles parfaits, mais il y a toujours des cycles. En fait, tout est basé sur les cycles. D'ailleurs, il y a un domaine qui s'appelle la cyclologie qui étudie ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toute civilisation, je veux dire, naît et meurt. Un être humain, t'es pas, par exemple, t'es né et tu mourras. Tout est cyclique finalement. Et donc, en fait, actuellement, on va dire que là, on est dans une sorte de creux de la vague et on va repartir comme ça en fait. Donc on a atteint l'apogée, le capitalisme tel qu'il est, il a atteint son apogée, allez, on va dire, je sais pas, entre la fin des 30 Glorieuses et les années 90. Ensuite là, depuis, c'est totalement chute libre, il suffit de voir tout autour de nous. Et puis hop, ça va repartir. Mais comme il l'a très bien dit Alain, en fait, l'eau ne passe jamais 2 fois dans un fleuve, on est d'accord. Donc en fait, c'est un cycle en spirale. Voilà, ce qu'il faut, voilà exactement. En fait, on a des comportements similaires, mais c'est jamais exactement pareil finalement. On se déplace quand même sur une dimension. Elle est là la spirale. C'est qu'une spirale sur 2 dimensions, on a exactement la même position, mais sur la 3e dimension, donc par exemple l'altitude, on n'est plus au même endroit, tu vois. Et donc en fait, c'est comme ça qu'il faut interpréter quand on dit qu'il y a une périodicité ou une cyclicité dans les phénomènes sociaux historiques. C'est ça en fait. Et donc à l'aune justement si on analyse un peu notre histoire, donc nous on est période de cycle et donc on se dirige vers le changement, donc à tous les niveaux de la société. Mais ça, c'est transformation évident. dans les rapports sociaux, dans le pouvoir, dans le... Mais on ne possède pas le pouvoir politique. Et il n'y a pas le pouvoir politique. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi il n'y a pas le pouvoir politique? Il va nous falloir en 1789. Oui, parce qu'il n'y a pas de pouvoir politique de ça, en fait. Il va nous falloir en 1789 et c'est inexorable. Pour qu'en fait, ce changement soit pris en compte d'une façon politique. C'est une question de pouvoir. Mais en fait, la situation, elle est intenable. C'est qu'on va dire les gens qui aujourd'hui, ça je l'ai écrit sur mon site, les gens qui aujourd'hui ont le pouvoir, donc le pouvoir politique, financier, économique, etc., pour la plupart, ils n'ont même pas le degré d'information. Par exemple, les gens qui regardent Méta TV ont un degré d'information, mais 10 fois plus élevé que beaucoup de personnes qui ont un pouvoir économique important. Par exemple, je vais dire un chiffre à la louche consulting, vraiment comme ça, mais... la plupart des gens aujourd'hui qui sont des cadres supérieurs, très supérieurs, qui gagnent 10 000 € par exemple, je suis pratiquement sûr qu'il y en a très peu qui regardent Méta TV et qui ont beaucoup plus de chances de lire Le Monde ou Libération, etc. Donc rien qu'à ce niveau-là, déjà il y a une asymétrie. En fait, c'est pas normal dans une société que ceux qui possèdent l'information ne possèdent pas le pouvoir économique. C'est jamais arrivé. En fait, c'est jamais arrivé. Jusqu'à maintenant, les 2 pouvoirs étaient dans les mêmes mains. Mais pas président. Non, mais c'est un peu ça, parce que pour ma part, j'ai déjà rencontré effectivement des hommes politiques qui étaient complètement largués sur certains sujets. Ce qu'il a évoqué en parlant justement des gens qui nous regardent, parmi les métanotes, je suis sûr qu'il y a plein de gens, ils sont super informés, par exemple, sur l'Union européenne, plus que certains députés, certains, peut-être même milices, qui sont absolument ignorants. Ta chaîne a un très très haut niveau, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Encore nous, on essaye de pas trop... Non, mais vraiment, c'est un truc, c'est vrai qu'il y a un décalage de l'information, c'est intéressant, parce qu'effectivement, quand tu rencontres ces gens-là, ils sont décalés, comme tu dis, ils sont moins informés que je prends n'importe qui. Mais est-ce que toi qui as une éducation supérieure, est-ce que l'excès d'éducation n'annihile pas l'autonomie de la pensée?
Parce que souvent, on dit, les autres se disent, ah oui, ceux qui votent Le Pen, c'est des ouvriers, comme avant, qui votaient communistes. Des crasseux, descendants. Et en fait, c'est eux qui sont les plus conscients. Alors que moi, je vois, du côté de ma fille, si tu veux, ma grande fille ne me parle plus, et veut même plus me voir, parce que je suis fasciste. Donc elle a un haut niveau d'études. Son niveau de compréhension de la société est réduit à 0. Tu vois ? Mais elle a un haut niveau d'études. Tu vois ? Comment ça, t'es fasciste ? Elle dit que je suis fasciste. Pourquoi ? Je suis d'extrême droite, j'en sais rien. Ça, c'est facile à... moi, on me qualifie d'extrême droite partout. Ah bah oui. Parce que... oui. Faut qu'ils fassent gaffe, parce qu'ils vont presque retourner le sens de fascisme, et ça va presque devenir un synonyme de résistance s'ils continuent. Attends, ce serait bête. Ah bah ouais, non mais... Faut qu'ils fassent gaffe. Alors, j'ai eu un article, si tu veux, quand il y a eu Charlie Hebdo. Si tu veux, moi, j'ai mis en cause tout ça. Et dans Charlie Hebdo, de 7 millions d'exemplaires, il y a un article sur moi. Alain Benajah. Je te dis pas, dans la famille. Traité ça fait du bruit. Devant tout le pays. Au moins, tu as eu ton estampillage, là. Complotiste, adepte de Thierry Messant, le pape des complotistes. Le pape du complotisme. Moi, je suis le sous-pape. Donc, c'est vrai, c'est présenté comme ça. Et justement, c'est comme tu dis, comme on est en train de glisser, peut-être que tout ça va finir par voler en éclats. Non, mais c'est sûr. La question, c'est quand, et ça va trembler, hélas. On ne sait pas. Ça tremblera, parce que ça ne peut pas se faire comme ça. Il est obligé d'avoir un marqueur. Comme on a dit, si la Révolution française s'en est un, nous aussi, on en connaîtra un. Mais c'est un peu pareil, parce que quand tu vois l'avant-Révolution française, tu vois tous ces nobles qui tombaient de l'armoire, qui ne savaient rien. Marie-Antoinette, ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche. C'est une femme, ça. C'est peut-être une femme, peut-être. Mais sur le Louis XVI, aujourd'hui rien, sur son 14 juillet 1789. Mais on voit, eux, c'est eux peut-être. Ils étaient déconnectés. Il y avait une société de caste. Je suis d'accord. Ils avaient leur sang-dent. Tu vois, il y avait le mépris. Moi, je suis pas historien, mais ce qui me choque toujours dans cette période justement de 1789, c'est de voir le décalage précisément entre l'oligarchie au pouvoir à l'époque et les bâtiments dans lesquels réside la parure, et de savoir que il y avait une pauvreté, etc. Enfin, il y avait quand même un décalage dans la société. Il y avait besoin d'un rééquilibrage. Il faut dire, par exemple, au XIIIe siècle, l'invention du capitalisme, le XIIIe siècle, c'est un siècle qui n'a connu aucune crise frumentaire. Si tu veux, c'était une phase, la phase montante du capitalisme. C'est une phase heureuse. Il y avait aussi un réchauffement climatique à l'époque. Oui, il y a aussi un réchauffement climatique. On cueillait des vignes jusqu'en Angleterre. Mais en 1789, il y avait la famine, famine dans les campagnes. À cause du volcan qui avait je sais plus c'est quoi le nom du volcan, je me demande si ça s'appelle pas le Laki, qui avait explosé quelques années avant, quelques mois avant, et donc il y a eu ça a été la famine dans les campagnes à cause d'un refroidissement climatique, à cause du volcan justement. D'accord. Comme quoi parfois il faut un petit coup de pouce pour... un petit coup de pouce. Une petite étincelle. Voilà, exactement. Mais nous, ça pourrait aussi nous arriver, ce coup de pouce du destin. Peut... Par exemple, une défaillance technologique du système, ça peut arriver Non, ça je sais pas. Mais alors en fait, défaillance technologique. Les deux choses qui sont assez probables, elles vont pas forcément arriver, mais en tout cas moi ce qui me fait peur, il y a deux choses, c'est que Internet n'est pas du tout sécurisé. Franchement, Internet c'est simple, c'est comme si t'as ta maison et t'as pas de fenêtre, t'as pas de porte. C'est ça Internet. Ton ordinateur, tous les ordinateurs qui sont connectés sur Internet, c'est exactement ça. T'as une maison, mais t'as pas de porte, t'as pas de fenêtre. Donc je rentre chez toi... comme je veux, je sors par où, n'importe où. Surtout que maintenant, de plus en plus, dans les pays industrialisés, même pas que industrialisés, par exemple aux États-Unis, l'électricité, elle est contrôlée par Internet. Oui, tout à fait. Donc si des pirates informatiques font un blackout, imagine les hôpitaux, les centrales, etc. Ça devient très problématique. La deuxième chose, c'est la bulle financière on l'appelle la bulle du millénaire qui est actuellement sur les marchés financiers. Il paraît que c'est un monstre, quoi.
Oui, ça, tous les économistes un peu sérieux nous mettent en garde là-dessus. Nous, on va tromper les États-Unis. Bon, moi, j'ai été beaucoup aux États-Unis et j'ai surtout fréquenté le Middle West parce que, pour des raisons techniques, les boîtes qui m'intéressaient étaient dans le Middle West. C'était au milieu des États-Unis. Bon. Et donc, j'ai beaucoup discuté avec ces gens du Middle West les rednecks, ce qu'ils appellent les rednecks. Les rednecks, okay. Haïssaient les gens de New York à un point que c'est leur gauchiste, en fait. Oui, c'est leur gauchiste. Exactement leur gauchiste. Ils ne pouvaient pas les sentir, quoi. Et donc, cette société était déjà profondément divisée, déjà depuis la guerre des sécessions, profondément divisée, et que finalement, elle a basculé. Pourquoi ? Parce que la Rust Belt, les prolétaires, qui sont essentiellement des Noirs et des Hispaniques, eux, finalement, ils se sont trouvés dans un état de pauvreté extrême. Si tu veux, les États-Unis sont plus extrêmes que l'Europe. Si tu veux, puis il n'y a pas de régulation. Nous, on a une petite régulation du capital, ils n'en ont pas. Donc, il y a une pauvreté aux États-Unis extrême, que tu ne vois pas ici, quoi. Des queues, des files à la soupe populaire. On sait qu'il y a combien de millions d'Américains qui vivent avec les tickets de rationnement. Peut-être que je me trompe pas, mais j'ai entendu 60 millions. Je crois que c'est pas loin, mais je crois que c'est pas loin. Vraiment, c'est un chiffre impressionnant. Il y a l'autre aspect, l'aspect idéologique. Bon, moi, comme je passe ma vie dans les avions et que je me fais chier quand je suis à Dubaï, je regarde beaucoup de films qu'on peut voir en streaming. Maintenant, tu vois tout en streaming. Bon, et puis tu vois dans l'avion. Et que, évidemment, j'essaie d'éviter les films américains, mais j'en vois beaucoup. Et alors, dans les films américains, il y a beaucoup de films américains aujourd'hui qui sont d'une extrême critique vis-à-vis du système, mais une critique, mais vraiment profonde vis-à-vis du système financier. Il y a beaucoup de titres, et que la nouveauté, c'est qu'il y a beaucoup de films noirs, mais il y en avait dans les années 40-50 des films noirs, mais là, c'est des films d'une noirceur extrême, où même les bons meurent à la fin. Et les corrompus, les captés corrompus, ils continuent à être corrompus, ils ne sont pas punis. Tu vois jamais ça dans le cinéma. Parce qu'on a rompu la logique. Pendant un temps, il y avait toujours une logique dans le cinéma. C'était les gentils, ils gagnent et les bons, ils gagnent à la fin. C'était la grande morale de tous les films. Et puis depuis, on a vu que cette tendance, maintenant, elle a éclaté. Puisqu'aujourd'hui, même le méchant peut gagner à la fin. Limite, des fois, le méchant est très sympathique. Dans le film, on s'identifie au méchant complètement. Mais ces signes, ils sont très intéressants parce qu'en fait, ils permettent vraiment de capter l'esprit du temps. Tu captes l'esprit du temps. Ce qu'on appelle en allemand le Zeitgeist. Le film américain, ça le fameux Zeitgeist, c'est vraiment, ça permet de c'est bien parfois de mettre, je regarde pas trop les films américains, mais c'est bien quand même parfois de mettre son thermomètre dedans pour voir, et c'est vrai que c'est effectivement... Alors, la critique, l'American bashing, comme on va parler, comme les autres, la critique des États-Unis, et c'est une critique à laquelle il faut faire attention, parce que, si tu veux, c'est une société plus dispersée que la nôtre, elle est plus divisée, et que pas de jacobinisme. Voilà, et que il y a une tradition dans laquelle le capitalisme, même dans le western, le capitalisme, ce qui veut s'accaparer les terres, c'est vraiment le méchant, quoi. Donc ils ont aussi une tradition comme ça. Ils sont plus immunisés que nous. En fait, ils sont un peu moins... L'État-providence est quand même moins présent là-bas. Voilà. Donc finalement, ils sont plus autonomes, ils sont peut-être un peu moins, juste à ce niveau-là, abrutis socialement parlant, en fait. Parce qu'on leur a moins, j'aime bien l'expression, on leur a moins donné le sein de l'État à téter finalement. Non, mais c'est vrai, ça rend les gens beaucoup plus autonomes. Donc, j'avais fait une mauvaise blague, j'allais dire en France, il n'y a pas que le sein. Mais bon, on passera. Mais non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que les Américains, ils sont... ils aiment pas l'État quand même dans ces régions. Nous, en France, j'ai l'impression que des fois qu'on vit dans... tu vois le cinéma français, c'est un désastre. Le métier, les jeunes aujourd'hui, le métier qui arrive en tête dans les intentions de ce qu'ils veulent faire, c'est fonctionnaire.
Fonctionnaire, journaliste. Oui, enfin, c'est des fonctionnaires. C'est-à-dire fonctionnaire, la place la plus facile, c'est ça, la sécurité absolue. Voilà. Je suis à un endroit, je bouge plus et on va rien me demander et puis je pourrais un peu l'huître. Il n'y a plus qu'à ouvrir la bouche et attendre que le lait... C'est des huîtres, voilà. C'est ça. Ouais. Tu disais journaliste, mais bon, ce sont des fonctionnaires. Ouais, en France, oui. Oui, en France. Oui, en France. C'est vrai, en France. Bon, alors là, on dérive pas. Non, on dérive un petit peu. Nous, on devait faire de la technologie avancée. J'avais préparé des trucs. Tiens, je vais prendre aussi des questions, parce qu'il y en a plein. Ouais. Il y a des questions aussi qui mélangent, des fois aussi, justement, un peu sur l'intelligence artificielle. Ouais. Mais on s'en fout. On va les prendre. On a quelqu'un pour répondre. C'est parfait. On me dit, quelle est la plus grande réussite de l'intelligence artificielle? Parlez-nous des neurones artificiels et des capacités d'apprentissage des systèmes de pointe. Ça, c'est un peu ce que tu as évoqué tout à l'heure, le fait que... Ah oui, mais ça, je fais ça du matin au soir. Ouais. Tu peux me répéter la question? Alors, il demande quelles sont les plus grandes réussites de cette intelligence. Oui. Alors, en fait, c'est les neurones artificiels. Oui. Alors, c'est quoi les neurones artificiels en fait, en sciences, et notamment en intelligence artificielle, c'est 30-40 dernières années, il y a une approche qui a pris le dessus sur une autre. Avant, on avait une approche plutôt logique. Ça veut dire on modélisait tout avec de la logique, finalement, voilà. Et en fait, il y a une nouvelle approche qui a émergé, c'est ce qu'on appelle l'approche connexionniste. Donc, en fait, c'est le mot connexion, où en fait, on modélise tout avec des réseaux de neurones artificiels. En fait, c'est des modèles mathématiques qui sont vraiment basés de manière abstraite et simplifiée sur le fonctionnement des neurones. J'allais dire des neurones artificiels. C'est-à-dire on a fait un système qui fonctionne en réseau de neurones comme un cerveau. C'est-à-dire avec une logique de neurones. C'est une logique neuronale. C'est un réseau de neurones artificiels. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, donc, les réseaux de neurones artificiels, ça existe depuis... maintenant au moins 40 ans. Je crois que le premier neurone artificiel, ça s'appelle le perceptron, si je ne me trompe pas. Il a été créé dans les années 60. Bon, pour ceux qui veulent creuser, si ça intéresse. Hein. Mais en fait, ces 10 dernières années, à partir de 2006, on a fait un bond considérable parce qu'en fait, on a mis en place, les gens du domaine, hein, moi je ne faisais pas encore de l'intelligence artificielle à l'époque, en place ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels profonds. Où en fait, c'est des réseaux de neurones qui sont très grands. En fait, il y a énormément de neurones. Et donc, ça permet, avec peu d'informations, d'apprendre des choses. Parce qu'en fait, le problème des réseaux de neurones artificiels, c'est que de manière générale, il faut énormément de données. Parce que le but, c'est de faire de la prédiction. Donc, qui dit prédiction, dit généralisation. Donc, dit qu'il doit savoir répondre à des situations qu'il n'a jamais vues. C'est-à-dire qu'en fait, on a ce que j'appelle un amas informationnel ou une base de données. On entraîne le réseau de neurones. Donc, l'entraîner, ça veut dire qu'à partir des données qu'on a dedans, on le calibre. Le réseau neuronal, il fonctionne par apprentissage. Voilà, il fonctionne par apprentissage, comme le cerveau humain, en fait. Cet apprentissage, en fait, il balaye toutes les données qu'il y a dans la base de données, il essaye d'en extraire des caractéristiques, et ensuite, il va pouvoir répondre à des situations qu'il n'a jamais vues. Voilà, c'est ça le réseau de neurones. Sauf que avant ce bond en avant, ce bond considérable, en fait, il fallait des quantités de données, mais incroyables. On appelle des systèmes experts. Alors, c'est un peu autre chose, ça, les systèmes experts. Ouais. Ça a utilisé des réseaux de neurones, mais c'est autre chose. Et en fait, avec la puissance de calcul qui a explosé ces 10 dernières années, on a pu maintenant faire des réseaux tellement grands que même avec peu de données, on atteint ce qu'on appelle un pouvoir de généralisation, donc de prédiction, très élevé, qui va pouvoir répondre à des situations qu'il n'a jamais rencontrées avec peu de données, en fait. Et c'est pour ça que dernièrement, ça a explosé. Et donc, si la personne qui a posé la question ou d'autres internautes veulent creuser, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage profond, ou deep learning en anglais. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai même écrit un article sur ça, sur mon site. Donc on pourra le donner à la fin. On donnera l'adresse du site. Voilà. Mais ça veut dire quoi, par exemple, Google, c'est quoi? C'est une espèce de géant de neurones artificiels. Franchement, Google, c'est... Je peux le comparer à ça un peu, parce que c'est quoi? C'est un gros cerveau géant, Google, en fait? Google, oui. Alors déjà, c'est ce qu'ils sont en train de faire, clairement. Et on peut vraiment avoir peur de Google. Parce que ils ont tellement de pouvoir entre leurs mains. Enfin, en termes de technologie qu'ils possèdent, des brevets, la recherche qu'ils font, etc.
Google est plus puissant que la plupart des États sur Terre. En plus, mais c'est eux qui nous vendent cette société du partage, là, donc Ah Google, oui. ils sont en pointe là-dedans, mais bien sûr, ça. mais bien sûr. Ouais. Oui. Parce que tout à l'heure même, tu parlais des employés, j'ai vu que les employés de Google, ils appliquent la même politique aussi pour les bien gens sûr. qui travaillent là-bas. Et que Oui. c'est pareil, tu joues au ping-pong, machin, on te bichonne, pour que tu restes le plus d'heures possible en fait au boulot et que tu n'aies pas l'impression de bosser. C'est marrant, parce que ça rejoint vachement ce que tu expliquais sur Hewlett-Packard et tout, mais Google, on est l'aboutissement quelque part. C'est obligatoire. Ça y est, maintenant, toutes les sociétés de technologie fonctionnent comme ça. Elles ne peuvent plus fonctionner en pyramidale avec un chef, un sous-chef. D'où d'ailleurs, pourquoi dans toutes les entreprises, j'ai remarqué qu'il y a une tendance à j'emploie l'analogie, la cadrisation, c'est-à-dire qu'on est dans des sociétés de cadres en plus où il y a de moins en moins, justement, tu vois, par exemple, sur une société en Google, la plupart sont des ingénieurs, des machins, il n'y a quasiment plus de... Tout le monde est cadre. Tout le monde est cadre. Tout le monde est cadre. Mais il n'y a plus de chef. Il n'y a plus de chef, du coup. C'est un tutoiement. En fait, t'as bien travaillé. Mais quand même, ta performance n'est pas terrible. Tu pourrais être plus cool et en même temps, tu vois, tu comprends. Quand même, nous, dans l'ensemble, a décidé de te virer parce que, tu vois, tu comprends bien. On se sépare de toi. On se sépare de toi. Tu vas te rebondir, il n'y a pas de problème. En fait, t'as dit cadrisation, mais moi j'aurais dit distribution du titre de cadre. Distribution du titre de cadre. On retrouve distribution. C'est ça, parce qu'après, il n'y a plus qu'une société de cadre, et là on est dans l'horizontalité totale. C'est exactement mais ça. Par contre, quand tu vas en Chine, là, je vais aller en Chine voir des boîtes, des Chinois ont gardé encore l'ancien système. Mais c'est normal, après 40 ans de communisme, ou même plus, je sais plus, peut-être un peu plus, 40-50 ans, comme la Russie, en fait, ils ont du retard. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Bon, mais moi, je préfère donc, avant de dire ce que je vais dire, j'adore la Russie, je suis un amoureux de la Russie et de la culture russe. Mais dans ce qu'on appelle le milieu de la dissidence, ou même je vois souvent les métanotes et tout, il y a beaucoup de russolâtres, de poutinolâtres, comme si, en fait, à l'Est, c'est beaucoup mieux que notre société décadente, etc. Mais, en fait, tout simplement, c'est juste que les Russes, ils ont du retard. Ni plus ni moins. Comme ils ont eu presque un siècle de communisme, ça a gelé la société. Ça a gelé, en fait. En fait, même pas. Ils n'ont même pas eu de communisme. Ils ont eu du capitalisme d'État. Il n'y a jamais eu aucun communisme sur Terre. Il y a eu le communisme, pour l'instant, il n'y a que Marx ça existe que chez Marx. Donc, ils ont eu... Engels, plutôt. Oui, Marx et Engels, c'est vrai. C'était à l'ouest, le pauvre. Mais donc, comme ils ont eu presque un siècle de capitalisme d'État, ils ont pris énormément de retard. Donc c'est pour ça que ça nous paraît beaucoup plus beau et tout, parce que c'est une forme du capitalisme antérieur qui, face à l'effroi que nous donne notre forme à nous, en Occident, les antériorités du capital nous paraissent magnifiques, quoi. Alors qu'en fait, ce capitalisme contient déjà en lui-même, dans sa logique de déploiement, ce qu'on a chez nous et ce qui va venir encore après. Et ce qui va venir chez eux, donc ils ont juste un retard. Donc ils ont juste un retard. Donc tous les gens, bien sûr, c'est les gens qui imaginent que la Russie c'est un modèle, ils se leurrent. Mais j'adore la Russie, attention, je suis vraiment, je suis objectif. C'est sympathique parce que c'est un retour dans le passé, quoi. En fait, c'est ça, donc voilà, c'est conservateur. Les Chinois, c'est pareil, c'est quoi? C'est les Chinois, c'est d'État identique. Mais est-ce que ça peut pas finir que c'est nous qui allons finir comme eux, plutôt Non. Alors c'est vrai qu'il y a un truc quand même, c'est que en fait, ce qu'on appelle l'oligarchie, la classe dominante, avec leur idéologie d'une gouvernance mondiale, etc. En fait, quand on réfléchit bien, ils sont en train de créer une sorte de synthèse entre le capitalisme libéral, qui n'est plus libéral en fait depuis très longtemps, et le capitalisme d'État, où tout est dirigé par un gouvernement, grand gouvernement central mondial, on appelait etc. au Parti communiste dans le temps le capitalisme monopoliste d'État. En France, c'est ce qui est en France. Parce que finalement, bien sûr. Si on prend même les grands patrons français dépendants de la dépense publique, ce sont des super employés d'État. C'est ça, tu prends une pièce. Des super employés, en fait. Tu prends une pièce, pile, t'as le gouvernement, face, t'as les grands industriels français, Dassault. Ils font main dans la main. Donc c'est une vraie synthèse, finalement, entre
Système à la communiste d'État façon soviético-chinois et espèce de système à l'américaine, libéralisme total, machin, et on a fait une synthèse en Europe un peu de ça. Mais encore une fois, tout est cohérent et logique. En fait, c'est juste la fameuse dialectique hegelienne, l'Ophéboum, où en fait, on a fait thèse, antithèse, synthèse dialectique avec dépassement des contradictions, tout simplement. On retombe toujours sur nos pas. Voilà. Bon, on va faire la deuxième pause et on reprendra. Il y a plein de questions, ça tombe bien comme ça. On va prendre les questions en priorité. Il y en a plein de toute façon. Et t'imagines sur un sujet comme ça, on pourra même pas répondre à tout, je pense. On fait la pause et on revient juste après. À vous la régie.